Bonjour à tous, il est 9 heures, donc je vais commencer à faire une petite introduction le temps que chacun puisse arriver, puisse aussi tester si tout marche bien, si tout fonctionne bien, puisse découvrir le chat et les fonctionnalités de la plateforme. Donc je suis Stéphanie Favre, je travaille au CEREMA Centre-Est, on est localisé à l'île d'Abo à côté de Lyon. Je travaille donc sur les sujets santé-environnement. Je vous remercie tous de votre participation, de votre venue à ce webinaire santé-environnement. Aujourd'hui, on va parler de la végétalisation des cours d'école et notamment de l'enjeu de concertation avec deux intervenantes de Sotteville-les-Rouen. C'est Laurence Renaud, qui est adjointe à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse, et Mathilde Sarrazin, qui est DGA, politique éducative et culturelle à Sotteville-les-Rouen, qui je passerai la parole peut-être pour se présenter un petit peu plus en détail et pour nous présenter leur expérience un petit peu plus tard, donc à l'issue de cette introduction, pardon. Donc, bienvenue sur Expertise Territoire. Je vois qu'il y a des nouveaux sur la plateforme, sur notre webinaire. Donc, je vais juste rappeler très rapidement que sur Expertise Territoire, on a des communautés professionnelles qui rassemblent des collectivités et toutes les institutions qui contribuent aux politiques publiques des collectivités. Donc, le but, c'est de faire des échanges entre pairs. Et sur notre communauté santé-environnement, ça se traduit notamment par des webinaires qui sont réguliers, 1 à 2 fois par mois, sur le thème de la santé-environnement, bien sûr. Donc l'approche collectivité, ça veut dire qu'on focalise surtout sur des exemples d'actions ou d'outils qui sont à disposition des communes, des petites et des grandes communes, pour l'ensemble des politiques en lien avec la santé-environnement. Concrètement, tout est en replay, donc vous pouvez aller voir toutes les précédents cafés qui sont disponibles en libre accès sur inscription sur la plateforme. C'est donc des webinaires de 45 minutes à peu près, comme aujourd'hui. Vous avez accès à toutes les vidéos. Je voulais juste faire une petite annonce, parce qu'exceptionnellement, on aura 2 webinaires de suite. Donc, la semaine prochaine, on aura une intervention de Santé publique France qui viendra nous parler des évaluations quantitatives d'impact sur la santé, et notamment du volet pollution de l'air, avec un témoignage de la ville du Grand Annecy, qui est en tant qu'utilisateur, en tant que collectivité qui a mis en œuvre une évaluation quantitative des impacts sur la santé. Et on parlera aussi des formations proposées notamment par Santé publique France sur ce sujet. Donc, vous êtes bienvenus la semaine prochaine à la même heure. Je crois que c'est Grand Nancy, si je ne me trompe pas. Ce que j'ai dit Grand Annecy. On travaille aussi avec Annecy. Oui, je suis désolée, j'ai des attaches à Annecy. Donc, effectivement, c'est le grand Nancy qui viendra. Merci, Clotilde. Donc, on aura des annonces. Vous aurez bien sûr tous les détails sur cette prochaine présentation du 2 juin sur Expertise Territoire et par mail pour ceux qui le souhaitent. Voilà pour cette petite première partie d'introduction. Alors, sur le fonctionnement de la plateforme, merci de couper vos micros, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez allumer vos caméras, c'est un tout petit peu plus convivial quand on se voit. Après, je sais qu'il y a des problèmes de bande passante souvent qui font que les caméras se coupent automatiquement. Donc voilà, vous êtes bienvenus pour les ouvrir. Vous êtes bienvenus quand vous posez des questions sur le chat ou aussi à l'oral. Vous pouvez bien sûr lever la main à l'issue de la présentation pour poser les questions que vous souhaitez pour approfondir le sujet qui sera présenté par Sotteville-les-Rouen, nos 2 intervenantes. Donc aujourd'hui, on va parler végétalisation des cours d'école, qui est un des enjeux de la nature en ville. Comme on l'a vu lors du 11e café, avec l'exemple de la ville de Lyon sur One Health, les enjeux de nature en ville, ils sont nombreux. On a des enjeux sanitaires et bien-être, avec l'accès à la nature et son caractère apaisant, avec aussi un impact sur la formation du microbiote et la santé des enfants et des adultes. On a bien sûr un enjeu environnemental de la nature en ville avec le rafraîchissement des villes, lutte contre les pics de chaleur et aussi des espaces de vie, bien sûr, pour la faune et pour la flore.
On a aussi des enjeux sociétaux, on va peut-être voir plus en détail aujourd'hui, avec l'adaptation au changement que ça constitue, d'apprendre à vivre avec la nature, avec des potentiels risques aussi, parce que la nature, ça peut être considéré comme sale. Et on avait vu, par exemple, pour la ville de Lyon, que ça constituait un enjeu aussi en termes de gestion des tiques dans les parcs urbains. Je vois que Diana Sepulveda est aussi avec nous aujourd'hui, donc c'est elle qui nous avait présenté ces enjeux plus en détail et qui pourra peut-être revenir pour poser des questions à la fin de l'intervention de Sotteville-lès-Rouen pour nous éclairer aussi avec des exemples aussi de la ville de Lyon. Donc aujourd'hui, on va effectivement parler plus concret, on va voir comment ça se passe, comment a été mise en œuvre cette concertation et cette végétalisation des cours d'école dans la commune de Sotteville-lès-Rouen, avec donc nos deux intervenantes, que je remercie beaucoup d'être là, que je vais laisser se présenter. Donc Laurence Renou et Mathilde Sarrazin, qui nous ont fait le plaisir de venir présenter leur expérience concrète dans leur commune. Et je vois que certains se présentent dans le chat, n'hésitez pas, vous êtes bien sûr les bienvenus pour vous présenter, l'outil est fait pour ça. Est-ce que Mathilde et Laurence, est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous pouvez commencer? Est-ce que c'est bon? C'est parti. C'est parti, donc je vous laisse la parole, je coupe mon micro et je lance la présentation. Merci beaucoup à vous et merci à tous. Merci. Bien, bonjour, donc, je vais commencer. Donc, moi, je suis Laurence Renou, je suis élue enfance-jeunesse, donc de la petite enfance jusqu'aux 25 ans, on va dire, depuis 2014. Alors, pour être tout à fait honnête, les premières réflexions qu'on a menées autour des cours d'école, elles datent de peut-être 4 ou 5 ans. C'était notre envie à nous, Mathilde et moi, d'intéresser l'ensemble de la communauté éducative autour de la question des cours d'école. Et pour être tout à fait honnête, notre porte d'entrée n'était pas complètement la végétalisation des cours. C'était surtout une réflexion née de l'examen des comptes rendus de conseil d'école, de la question de la sécurité en cours, de la dangerosité des cours, tant du point de vue des relations entre enfants que de la question des clôtures, des revêtements inégaux, etc., qui revenaient en boucle. Et on s'était dit que plutôt que d'y répondre de manière systématique dans chaque école, il y aurait un intérêt à avoir une réflexion collective sur le sujet. On avait organisé une soirée débat à cet effet dans le cadre de notre instance participative qui s'appelle le Conseil de l'éducation, qui réunit des enseignants, des parents et éventuellement des représentants associatifs et des personnels municipaux et qui traite de l'ensemble de sujets éducatifs. Cette soirée débat, on l'avait organisée autour d'une enseignante-chercheuse de Caen qui a travaillé sur le sujet, mais surtout sur le point de vue de la vie des enfants dans la cour, pas sur la question de la végétalisation. On a vu qu'on n'avait pas complètement réussi à intéresser la communauté éducative. Il se trouve qu'on avait beaucoup de sujets à traiter, beaucoup d'autres sujets à traiter, beaucoup d'autres manières de dépenser notre argent. Donc, on l'a mis un peu de côté, on a fait autre chose. Et puis, on était peut-être un peu en avance. Et puis, la question des cours oasis, etc., c'est invité dans les débats. Et on a senti que, du coup, à nouveau, on pouvait relancer ce sujet d'une manière plus globale. Très vite, nous, quand même, on a identifié des enjeux assez larges. Alors, je vais commencer par ce qui était un peu le sujet phare aujourd'hui, les enjeux environnementaux. Vous en avez déjà dit un mot, qui était effectivement l'idée de faire de nos cours. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour toutes, parce que sur nos 13 écoles, on a la chance d'avoir quand même un certain nombre de cours qui sont très bien arborés, donc qui peuvent être assez ombragés. Pas le cas de celles qu'on a traitées, mais pour d'autres, en tout cas une des deux. Donc voilà, il y avait cette question évidemment de faire de nos cours d'école des îlots de fraîcheur. Des vraies questions autour de la gestion des eaux pluviales pour plein de raisons, parce que certaines de nos cours possèdent leur propre
petite piscine en cas de grosse pluie ou à l'inverse. Donc il y avait un vrai souci de gestion des eaux pluviales. Et puis évidemment l'idée que nos cours d'école puissent participer à la nature en ville, au développement de la biodiversité. Avec un enjeu pour nous d'autant plus crucial que ceux de Villeron, c'est 30 000 habitants, mais sur une petite surface. Donc on a une vraie densité urbaine et en revanche plutôt des grandes cours d'école, ce qui n'est pas toujours le cas en ville. Et du coup, il y a un vrai enjeu à ce que ces espaces deviennent de vrais îlots de fraîcheur. Mais on n'avait pas oublié nos premiers sujets autour de l'usage des cours. Alors, évidemment, la question de la sécurité des enfants, j'allais dire, c'est la base. Mais question de la sécurité que, comme il y a 4-5 ans, on souhaitait aussi confronter à la question de la nécessaire liberté ou autonomie des enfants dans la cour, de leur envie aussi de se cacher, d'avoir des petits coins secrets. Et ça, on tenait à ce que ce soit présent dans les discussions. La question de l'accessibilité, bien sûr, puisque nos écoles sont, en tout cas, essaient d'être le plus inclusives possible. Et puis, encore une fois, nos enjeux à nous, qui étaient de faire en sorte, alors je vais le dire de manière caricaturale, mais que nos cours ne soient pas de vastes terrains de foot, où surtout les garçons et les plus grands trouvaient leur place, mais qu'il y ait bien de la place pour tous les types d'enfants, garçons ou filles, tranquilles ou très actifs, hyperactifs, petits ou grands. Et puis, un autre enjeu qui nous tenait à cœur, c'est d'avoir des cours qui soient avec peut-être des espaces de jeu moins orientés, moins spécifiques, qui puissent laisser plus de place à l'imaginaire des enfants et que ce ne soit pas le coin château, le coin bateau, mais qu'on soit autour d'espaces qui soient plus propices à libérer l'imagination des enfants. Et puis, des perspectives plus pédagogique, on va dire, avec évidemment, et ça c'était une demande de certaines écoles depuis un moment, la création ou on va dire l'amélioration de jardins pédagogiques. Nos collègues des sports étaient évidemment associés parce que les cours d'école, c'est aussi les premiers terrains d'activité sportive pour les enfants et on sait c'est un autre enjeu de santé publique aujourd'hui et j'allais dire encore plus depuis la pandémie. Et puis une vraie envie, on ne savait pas si elle serait vraiment partagée par les enseignants, qui était de développer la classe dans la cour, l'école du dehors. Au regard de l'ensemble de ces enjeux et donc de notre première tentative qui n'avait pas été complètement concluante, on a d'emblée imaginé que cette première expérience de végétalisation et restructuration des cours d'école, elle devait être très partagée et qu'il fallait lancer une vaste concertation. Pour pas mal de raisons. La première, je l'ai dit, on avait senti dès notre première tentative que les enjeux autour de l'autonomie des enfants d'une part, leur capacité à se déplacer librement dans la cour et l'angoisse des parents et des enseignants autour de la sécurité serait quelque chose de fort et que c'était nécessaire qu'on partage et qu'on déconstruise un certain nombre de choses. Deuxièmement, ça a été dit aussi, la nature en ville, tout le monde trouve que c'est super, des cours plus végétales, mais ça salit les pieds et donc les locaux. Et puis, potentiellement, ça salit aussi les petits pantalons blancs. Donc, on sait qu'autour, tant du côté de nos agents d'entretien, des enseignants ou des parents, ça peut aussi créer quelques inquiétudes ou frictions. On avait aussi conscience qu'il y avait des questions autour de l'entretien. Donc, que les cours sont plus végétales, il faut que ces végétaux soient entretenus, que voilà, si on met des copeaux, ça se répand dans la cour. Donc, vous savez qu'il y avait aussi quelques enjeux de ce point de vue-là. Et puis, du point de vue des enfants, il va faire de la place à autre chose que courir et jouer au foot. C'était aussi un vrai sujet de discussion avec eux. Et donc, on a souhaité que tout le monde soit autour de la table, donc l'ensemble de nos agents municipaux, que ce soit nos agents d'entretien ou les animateurs, qui ont été particulièrement, il faut bien dire, particulièrement actifs et source de propositions. Les enseignants, évidemment, des parents, les enfants.
Et aussi, donc, de manière ponctuelle, notre service d'espoir, par exemple. J'oublie quelqu'un. Non. On a choisi d'avoir du coup un tiers pour animer ces concertations, et c'était donc le CEREMA, qui a commencé par animer une première phase de diagnostic et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs aux enjeux. Voilà, les enfants, ils ont réfléchi, y compris, par exemple, je le dis vite et puis on reviendra de manière plus précise si c'est nécessaire, mais on a, voilà, y compris sur la question de la perméabilité, de la place de l'eau dans la cour, voilà, sur les enjeux de développement durable, on les voit là, faire des petites expériences sur les photos. Et puis voilà, des visites commentées aussi avec des adultes, sur la base d'un centre de visuel, là aussi, pour que tout le monde prenne un peu conscience de l'ensemble des enjeux qui étaient en partage. Et puis pour que commence à se créer une culture commune, tout ça nous semblait absolument nécessaire pour l'acceptabilité finale du projet. Dans l'agglomération de Rouen, on avait connu de ce point de vue quelques alertes, donc nous, on était vigilants à ce que les choses se passent très bien. La deuxième phase de la concertation, ça a été le fait de définir de manière un peu collective les grands principes de l'aménagement. Du côté des enfants, ce sont 2 classes, une en maternelle et une en élémentaire, qui ont été spécialement impliquées dans le projet, qui ont construit des maquettes, des projets. Et puis, on a eu par ailleurs un groupe d'adultes avec l'ensemble des acteurs que j'évoquais tout à l'heure. On a confié la réalisation des plans à un maître d'œuvre qui est venu faire là encore des présentations à l'ensemble de ces acteurs qui ont réagi, complété avec un jeu d'images pour illustrer un peu, c'est-à-dire qu'on avait défini les grands principes sur on veut des espaces calmes, on veut des espaces où les enfants puissent faire du sport, on veut, etc. Il s'agissait ensuite de les placer sur le périmètre de la cour et puis de les illustrer. C'est quoi un espace calme, c'est quel type d'aménagement, c'est quoi, si on fait des cabanes, à quoi elles peuvent ressembler, etc. Voilà, c'est des échanges qui ont été extrêmement constructifs, actifs, et on aurait préféré qu'il y ait encore plus de monde, mais ceux qui étaient là, en revanche, étaient pleinement impliqués. Ça a été des moments extrêmement riches et passionnants. Et puis, on n'a pas regretté donc d'avoir mené toute cette longue concertation. Ça nous a pris un peu de temps. Du coup, on a un peu décalé la réalisation. Et heureusement, donc, on avait créé cette culture commune et cette acceptabilité du projet, puisqu'on a fait les travaux en site occupé entre septembre et décembre. Et vous imaginez que ce n'était pas la chose la plus simple. Et alors, on a eu la chance d'avoir un maître d'œuvre extrêmement attentif et présent, et qui a mené ça de main de maître. Et on a eu la chance aussi d'avoir du coup 2 communautés éducatives extrêmement accompagnantes. Et il faut dire que ça s'est passé sans accroc, et pourtant, c'était pas simple. Voilà, moi je m'arrête là et je laisse Mathilde prendre le relais. Voilà, donc vous voyez en tout cas, juste pour conclure sur cette diapo-là, une durée totale en fait à peu près d'1 an et demi entre le moment où on a commencé à lancer les premières démarches de diagnostic et la livraison des 2 cours. Alors la livraison de la maternelle, c'est en novembre 2022, livraison de l'élémentaire en janvier 2023, donc c'est tout récent. Et effectivement, un petit peu un pari de mener des travaux en site occupé qui, malgré tout, se sont effectivement plutôt bien déroulés. On peut rentrer dans la présentation des projets en tant que tels. Alors, on a travaillé donc sur deux écoles à l'échelle d'un groupe scolaire en fait. Une école, on a travaillé à la fois sur la cour de l'école maternelle et la cour de l'école élémentaire. Donc vous avez une vue aérienne de l'école maternelle, on voit le bâtiment en haut et puis la cour en bas. Voilà, qui ne fait pas complètement rêver. Pour autant, c'est une cour sur laquelle on le voit, et on le voit sur la photo en bas, on avait quand même déjà une cour qui était un petit peu arborée, qui était déjà un petit peu structurée avec certains espaces. Donc c'est quelque chose sur lequel finalement on arrivait un petit peu déjà à nous projeter. Il y avait bien évidemment un enjeu de pouvoir déminéraliser
une partie importante de la cour, et vous le voyez du coup sur l'esquisse, sur le plan, puisque là on est sur un résultat du coup avec 56% aujourd'hui de sol perméable. Alors avec les différents types de revêtements, on se parle sable, on se parle coco, on se parle pavé enherbé, essentiellement, puis plantations diverses, espaces potagers. On avait essentiellement 2 gros enjeux dans cette cour qu'on a identifiés lors du diagnostic. D'abord, c'est une cour qui fait 900 mètres carrés pour cette classe, ce qui veut dire que c'est une cour qui, somme toute, est relativement petite quand il est question de pouvoir mettre l'ensemble des élèves, notamment sur des temps de transition, par exemple de fin de pause méridienne, début de pause méridienne plutôt, parce que fin de pause méridienne, les petits sont touchés. Donc on avait un enjeu dans cette cour autour de la taille. Or, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'espaces qui n'étaient pas accessibles aux enfants, soit pour des questions de sécurité, parce que ça se situait derrière un petit muret, soit parce que il y avait des végétaux, des arbustes qui étaient plantés. Donc un gros travail en lien avec le maître d'œuvre sur cet enjeu-là. Et finalement, ce qui nous a orienté, et on verra les photos sur la diapo suivante ensuite, mais à privilégier en fait le fait de déplacer certains végétaux. Alors c'était des arbustes qui par ailleurs n'avaient pas forcément un intérêt majeur et qu'on pouvait se permettre en fait de replanter, qu'on est venu planter en fait derrière la clôture de l'école, de manière à ce que en fait on ait quand même ce rideau verdoyant un petit peu autour de l'école, mais qui ne vienne pas prendre sur l'emprise, et de rendre accessible aux enfants la quasi-totalité des espaces de la cour, en aménageant par exemple un parcours aventure sécurisé, donc en fait en leur redonnant accès à des espaces derrière le fameux muret que j'évoquais, qui n'était pas accessible jusqu'à présent, puisque considéré comme étant un petit peu dangereux. Le deuxième gros enjeu de la cour, au-delà de la taille, ça a été, Laurence Renou le disait tout à l'heure, une problématique de piscine dans cette école, puisque en plus d'avoir donc des espaces qui n'étaient pas accessibles pour des raisons de sécurité ou de végétation, on avait aussi des espaces qui n'étaient pas accessibles en temps de pluie et de grosse pluie, parce qu'on a un problème d'avaloir et d'évacuation des eaux. Après un certain nombre de discussions, on s'est dit, mais finalement, puisqu'on a un problème d'évacuation des eaux, est-ce qu'il ne faudrait pas complètement l'assumer, ce problème d'eau? Et ce qui nous a conduit en fait à aménager une noue que vous voyez, c'est la zone bleue sur le plan. Une noue sur laquelle, du coup, on a installé un petit ponton, ce qui permet de rendre, à la gauche, voilà, ce qui permet de rendre, du coup, l'espace ludique pour les enfants. Donc, c'est un espace qui est végétalisé. On peut passer sur les diapos de photos, du coup, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est l'espace que vous voyez en haut à gauche. Alors, je le disais, la livraison de la cour, elle date du mois de novembre. Donc, forcément, la végétation n'a pas encore complètement pris ses droits sur cette cour. Là, on a pris les photos par temps sec, mais donc potentiellement, cette zone-là, qui est entourée là, d'une ganivelle, peut être en fait un petit peu inondée, un peu mouillée, et en fait, juste derrière, on ne voit pas très bien sur la photo, je suis désolée, on ne l'a pas prise sur le bon angle, mais derrière la première ganivelle, vous avez un petit ponton en fait sur lequel les enfants peuvent passer. Donc ça veut dire que même si l'espace à côté est un petit peu marécageux, ça leur donne en fait un espace de jeu, et ça évite de condamner une zone dans la cour qui était bien plus importante. Vous voyez donc sur les photos, les 2 photos en bas à gauche notamment, donc celle tout en bas à droite, peut-être on va commencer par là, c'est le débouché du parcours aventure. Donc ça fait partie des espaces qui étaient absolument pas accessibles aux enfants et qu'on est venu donc aménager. C'est-à-dire que les enfants ils ont la possibilité de rentrer dans ce petit sentier-là qui se situe un peu à l'extrémité aux abords de la cour, de faire tout le tour par le haut en fait, et puis de pouvoir redescendre dans le bac à sable par le toboggan. Ils ont d'autres accès directs, enfin, c'est une des possibilités d'accès. Vous voyez en bas donc, des zones assez larges aussi de copeaux. On a un bac à sable derrière. Alors, il faut savoir que nous, copeaux, bac à sable, c'est des choses qu'on a déjà dans les cours d'école. Des bacs à sable, notamment, on en a dans à peu près toutes les cours maternelles et élémentaires. Donc, je sais que c'est des choses qui font assez régulièrement débat. On est ponctuellement interpellés par certains parents, notamment. Et en même temps, les retours des enseignants sont aussi que c'est un espace, d'abord souvent c'est un espace très calme, le bac à sable, dans lequel en fait il y a énormément d'interactions entre enfants et que les jeux de manipulation sont extrêmement appréciés. Donc sur cette cour par exemple, on a notamment agrandi le bac à sable, élargi bien évidemment les zones de copeaux, des structures de jeu qui ont été donc choisies en lien avec l'équipe enseignante qui souhaitait sur cette école notamment qu'il puisse y avoir une zone de prise de risque quand même suffisamment importante pour les enfants de grande section, nous faisant valoir que
Finalement, sinon, si on a des jeux trop bas, les grandes sections en fait, finissent par s'ennuyer avant la fin de leur scolarité. Sur la photo du haut, vous ne le voyez peut-être pas très très bien, c'est une cabane en osier vivant. Donc ça, c'est un peu une première expérience. On en a en maternelle, on en a en élémentaire. On va voir un petit peu comment les choses vivent. On sent que c'est à la fois très apprécié et en même temps pas complètement évident à faire vivre dans une cour d'école. D'abord, ça demande un entretien assez régulier pour raccrocher régulièrement les liens. Et puis, par ailleurs, les enfants ne sont pas complètement toujours indulgents et bienveillants avec la végétation. Voilà, on attend un petit peu de voir comment ça vit. En même temps, ce n'est pas complètement irréversible si ça ne fonctionnait pas. C'est un peu une première tentative. Et puis, juste pour finir, donc sur la photo du bas, les marquages au sol, bien évidemment, pour pouvoir rendre les cours un petit peu lumineuses et puis joyeuses. Alors, tout ce que vous voyez en orange derrière, je suis désolée, c'est des photos qui ont été prises sur la fin des travaux, donc c'était encore des barriérages de chantier, mais qui ont bien évidemment été enlevés depuis. Par contre, ce que vous voyez sur la photo en bas à gauche notamment, c'est que on n'a pas repris par exemple l'intégralité des bitumes. C'est-à-dire que le choix d'intervention, c'était de faire des interventions dans les cours qui soient reproductibles dans d'autres écoles, et pas de se dire finalement on fait une cour qui soit vitrine, mais sans capacité de redéployer ailleurs. Donc tous les éléments qui ont pu être conservés l'ont été. Là, en l'occurrence, par exemple, c'est le cas des bitumes, enfin de certains bitumes, il y a eu des reprises par endroits. Mais dès lors qu'il n'y avait pas de danger particulier, ils ont été conservés. Et par exemple, la structure qui a été peinte, en fait, a été repeinte sur la forme initiale, avec après d'autres ajouts de structure. Mais vraiment dans cette idée de se dire qu'il fallait aussi qu'on soit dans une maîtrise des coûts pour pouvoir redéployer l'expérience ailleurs. Voilà, sur la cour maternelle, je vous propose de regarder un petit peu ce qui s'est fait en élémentaire maintenant. Alors, en élémentaire, on partait d'une cour qui, vous le voyez sur la photo aérienne ou sur la photo de droite, était extrêmement, extrêmement minérale. C'est pour ça notamment, bien évidemment, qu'on avait choisi cette école aussi. Une cour qui, pour autant, était très grande, puisqu'on se parle d'une cour de 2400 m². On a une école de 12 classes en élémentaire. Qui était occupé en quasi-totalité par le terrain de foot. On voit d'ailleurs sur la photo de droite des enfants qui étaient en train de courir, qui jouent au foot. Et finalement, un peu paradoxalement, alors que la cour était grande, ce qui nous était renvoyé par les équipes enseignantes, c'est que cette cour était trop petite. Et par nos équipes d'animation d'ailleurs aussi, puisque en fait, comme le foot occupait à peu près la totalité du terrain, en fait, il n'y avait plus de place pour les autres enfants. Donc, tout l'enjeu sur cette course a été notamment de pouvoir repenser les usages pour se dire comment on organise des espaces, comment on sectorise un petit peu, de manière à pouvoir alors à la fois conserver une place pour les activités sportives, mais aussi redonner de la place à d'autres usages et permettre en fait une meilleure répartition dans la cour. C'est ce que vous voyez sur le plan. Avec du coup vraiment un zonage. Donc Arcanter, le paysagiste avec lequel on a travaillé, nous a proposé en fait plusieurs espaces de sport. Un terrain de balle, un espace avec des tables de ping-pong, on a un panneau avec un arbre à basket avec des panneaux de différentes hauteurs, et les bandes de couleurs là que vous voyez qui sont en fait potentiellement, alors qui à la fois délimitent les espaces, mais qui peuvent aussi servir de terrain de piste de course. Et puis sur le bas du plan, là aussi, une sorte d'espace un peu plus aventure avec des structures de jeu. Structure notamment sur laquelle, là c'est pareil, l'équipe enseignante, par rapport aux premières propositions qu'on avait faites, nous ont en fait demandé de pouvoir remplacer la structure par une structure plus haute, avec un toboggan plus haut, de la même façon en faisant valoir qu'en fait, sinon les plus grands assez vite ne trouvaient plus leur place. Donc, au gré d'aller-retour avec l'équipe enseignante, on a refait des choix d'adaptation des structures au détriment finalement d'autres aménagements, puisque là encore, on devait maintenir notre budget, mais de manière à pouvoir en fait implanter cette structure avec un grand toboggan. Voilà, donc du coup, différents espaces sportifs dans la cour qui sont répartis. Des espaces qui ont été aussi un petit peu pensés stratégiquement, notamment sur l'étape de ping-pong, puisqu'on le devine un peu sur la photo là, de droite, mais en fait, on a de grandes fenêtres en fait,
sur le bas de l'école. C'est un préau qui est fermé mais avec des portes très, très ouvertes. Et que les enfants aimaient beaucoup faire du tir au but sur cette façade, ce qui nous posait quelques problèmes par rapport au vitrage. Voilà, donc le choix d'implanter par exemple des tables de ping-pong à cet endroit pour finalement, sans interdire les jeux de ballon à cet endroit, mais faire en sorte qu'ils soient déplacés ailleurs, ce qui fonctionne plutôt bien. Au-delà des espaces sportifs, des espaces aussi plus calmes. Donc là, on retrouve à la fois le bac à sable, on retrouve des cabanes et plusieurs espaces aussi d'assises qui peuvent servir d'ailleurs également pour la classe du dehors. Tout à gauche, on a une sorte de petit amphithéâtre. En fait, on avait un espace en pente qui n'était pas non plus accessible aux enfants, puisque considéré comme étant un petit peu dangereux, un peu délaissé. Et la zone marron, juste à droite de cet amphithéâtre, en fait, on le verra sur les photos ensuite, c'est une sorte d'estrade, un dispositif scénique, en fait, qui peut permettre à la fois de s'asseoir pendant le temps de récréation, qui peut permettre d'être utilisé pour des temps de cours en plein air, qui peut servir à grimper, qui peut servir à faire des petites représentations scéniques. Bon, on est vraiment sur un espace, du coup, multi-usage, et on voit que les appropriations, d'ailleurs, elles sont très, très diverses selon les temps. Et puis tout en haut à gauche, un espace de potager pédagogique à destination essentiellement de l'équipe enseignante. Voilà, je vous propose de vous montrer ça en image. On retrouve donc un petit peu la cohabitation des espaces, là, table de ping-pong, le bac à sable avec ces espèces de piquets en bois qui permettent à la fois visuellement de délimiter les espaces, mais qui aussi par rapport aux jeux de ballon qui sont derrière permettent de faire un petit peu écran. Un arbre à basket qui effectivement nous a été proposé pour éviter l'effet match de basket, constitution d'équipe, phénomène d'accaparement par certains enfants, qui permet un usage beaucoup plus mixte. À nouveau, on le voit là sur la photo en bas à gauche, une vigilance particulière sur la gestion des eaux pluviales dans la cour, avec l'aménagement là également du mou, qui longe en fait tout l'espace en copeaux, qui permet par ailleurs du coup de dissocier les espaces, et avec des systèmes ou de pas japonais ou de tronçons par endroit qui permettent d'accéder du coup à la zone en copeaux. Et puis, je l'évoquais donc tout à l'heure, autour de l'arbre en bas, là, ce fameux espace qui peut à la fois servir à grimper, à s'asseoir, à faire des petites représentations théâtrales, voilà, qui est un petit peu multi-usage. Dans la cour élémentaire, vous voyez, effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais ça allait presque sans dire. Le deuxième gros enjeu, au-delà de la question des usages, c'était bien la question de la minéralisation de la cour. Puisqu'on avait une cour qui était quasi exclusivement minérale. On a désimperméabilisé 1000 m² sur les 2400 m² de la cour, avec aujourd'hui on a 31% là d'espaces qui sont végétalisés et 17% de sol fluent, donc le bac à sable ou coco. Et puis on a replanté une vingtaine d'arbres. Alors on est bien conscient que les arbres ne vont pas amener d'ombre à très court terme, il faut un petit peu de temps pour qu'ils poussent. Cela dit, la désimperméabilisation apporte quand même malgré tout déjà de la fraîcheur dans la cour. On s'était posé la question temporairement au moins pour gérer du coup les premières années, le temps que la végétation pousse, d'installer un pollinisateurs dans la cour. Ça avait été une proposition du coup de notre maître d'œuvre, qui a suscité pas mal de débats, propositions qu'on a finalement fait le choix de ne pas retenir, notamment pour des contraintes de gestion en fait technique, puisque c'est un équipement qui aurait été coupé forcément à peu près 6 à 8 mois de l'année, qui n'aurait été ouvert que les 2 mois avant les vacances d'été, puis dans le meilleur des cas au mois de septembre, avec des problématiques derrière de sanitaires sur la gestion de l'eau. Voilà, on s'est dit que si vraiment, pendant encore quelques années, le temps que nos arbres poussent, il y avait besoin d'apport, on pouvait avoir d'autres dispositifs ponctuels là. Donc, je vous le disais, ces 2 cours, elles ont été livrées, donc l'une en novembre, l'autre en janvier. On commence donc là à avoir de premiers tours d'expérience, un peu dans le même esprit que ce qu'on a pu mener pendant toute finalement la phase de conception puis la réalisation des travaux.
On continue bien évidemment à faire des allers-retours réguliers avec l'école. Donc là, récemment, on a eu notamment visite sur site en présence des directrices, en présence du maître d'œuvre pour apporter un petit peu les ajustements nécessaires. Et ça, c'est des choses qui sont très bien vécues par l'école. Alors, soit apporter des ajustements nécessaires, soit commencer à tirer un petit peu les conclusions de certains aménagements en vue de projets futurs. Quelques mots du coup sur ces premiers tours d'expérience. Alors encore une fois, de manière très très modeste, parce qu'on se parle que de quelques semaines de fonctionnement. Je l'ai évoqué sur la cour maternelle, mais c'est vrai qu'on a fait en sorte vraiment dans l'aménagement de ces cours de pouvoir favoriser tout ce qui était réemploi ou réhabilitation, donc des zones qui n'ont pas eu besoin d'être impérativement réaménagées. On a fait le choix de les préserver en l'état. D'essayer aussi dans le dessin des cours de pouvoir exploiter finalement l'existant. Vous voyez, le bac à sable, par exemple, en maternelle, est au même endroit que le bac à sable précédent, simplement il a été effectivement agrandi, mais on a essayé aussi de pas forcément tout redessiner quand il y a des choses qui pouvaient être préservées. Les tables de ping-pong, par exemple, étaient aussi existantes dans la cour élémentaire, elles ont été déplacées, mais on a gardé les mêmes équipements. Bon, ça, c'est sur plutôt la manière dont le projet a été mené. Sur la manière dont vit la cour maintenant, moi, ce qui m'a marqué tout de suite, et notamment en élémentaire, et je pense que ça, c'est vraiment une belle réussite, c'est l'appropriation immédiate de tous les espaces de la cour. Et c'est assez marquant quand on passe, finalement, on a des enfants absolument dans tous les espaces. Dans le bac à sable, dans l'aire de jeu, sur l'estrade, sur le forum, au niveau de des tables de ping-pong qui fonctionnent extrêmement bien, au niveau des baskets, sur le terrain de foot, bien évidemment. Enfin bref, tous les espaces sont absolument investis par des garçons, par des filles, par des petits, par des grands. Enfin, je pense que là, c'était quelque chose qui nous tenait très à cœur dans ce projet et qui, pour le coup, fonctionne bien. Avec, et donc on l'a mentionné en bas, de nouvelles occupations à découvrir et explorer. Donc à la fois assez spontanément, et ça les équipes d'animation et les enseignants d'ailleurs nous l'ont dit que en fait c'était très chouette puisque les enfants finalement sont vraiment dans l'exploration de ces différents espaces et puis avec des usages en fait qui changent déjà un petit peu au fil des semaines. La photo volontairement elle fait focus sur le terrain de foot puisque le terrain de foot qui occupait à peu près 90% de la cour, vous voyez, a été aménagé sur un espace beaucoup plus restreint. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'on a la chance sur cette école, vous voyez sur la photo aérienne, d'avoir un terrain multisport qui est attenant à la cour d'école. Ce qui veut dire que, par exemple, sur l'heure du midi, quand il y a besoin d'organiser des grands tournois de foot, il est possible d'aller les faire sur le terrain multisport. En revanche, sur tous les temps de récréation tout au long de la journée, les enfants ont accès du coup au terrain de foot de la cour. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué, le retour dans la cour avec ce terrain un petit peu réduit. Et finalement, les enseignants, les animateurs nous faisaient le retour très récemment qu'en fait, ils y voient énormément de positif, puisqu'en fait, ils ont mis en place des plannings d'occupation avec les enfants. Qui font du coup, les jours où ils ont pas, c'est pas eux qui ont le droit d'utiliser le terrain de foot, ils vont explorer d'autres usages dans la cour, d'autres occupations, qu'il y a d'autres choses qui se mettent en place, que les filles trouvent davantage leur place sur le terrain, alors soit dans le cadre des fois de créneaux dédiés filles, mais aussi de créneaux mixtes. Pour la petite histoire, les enseignants disaient ça aide les plus jeunes à bien se repérer dans la semaine parce qu'ils savent exactement quel jour ils ont le droit d'avoir accès au terrain de foot, donc ils se repèrent bien. Mais voilà, en tout cas, on voit que finalement, ça suscite aussi, c'est une forme d'incitation à aller sur d'autres activités sur les temps de récréation. Ce qui est ressorti aussi très rapidement, et là encore une fois, les retours qui nous sont véhiculés enseignants et animateurs, c'est un apaisement des temps de récréation. Alors, il faut préciser que pendant la période des travaux, on a notamment relocalisé aussi pour partie la cour élémentaire sur le terrain multisport à côté, la cour maternelle sur la cour élémentaire, et que de fait, il y avait très peu d'occupation pour les enfants puisque c'était des espaces minéralisés et assez peu aménagés. Donc avec quand même une augmentation un petit peu des conflits ou des tensions sur cette période-là, puisque je
les enfants s'ennuyaient un peu et voilà, donc forcément le retour dans la cour et puis la découverte un petit peu de tout ce qu'il y avait à apaiser un petit peu l'ambiance générale. Cela dit, c'est quelque chose qui perdure dans la durée, à tel point que là où les enseignants nous ont évoqué pendant la période de diagnostic que la cour était trop petite, alors même qu'ils faisaient sortir la moitié des classes sur le temps de récréation, ils sont en train de se demander si finalement ils ne feraient pas aujourd'hui sortir toutes les classes en même temps, puisqu'ils ont quelque chose qui est assez flou. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça veut dire que les choses fonctionnent plutôt bien aussi. Sur les points de vigilance, un petit peu, on a d'ores et déjà identifié deux sujets. Un, d'abord, la végétation à préserver. Alors, sur la photo en haut, on ne voit rien du tout en termes de végétation, puisque les photos ont été prises en janvier et que donc, ça n'avait pas encore poussé. Pour autant, maintenant, ça commence à pousser, mais on voit bien que les enfants ne sont pas forcément complètement spontanément réceptifs à la nature. Donc, c'est des espaces qui sont potentiellement un petit peu piétinés, arrachés. Voilà, on a quelque chose à travailler, éplucher. Oui, ça donne lieu à une découverte. Donc, ce qui est aussi très chouette, hein, mais bon, ça veut dire qu'on a quand même quelque chose un petit peu à retravailler, avec des usages qui sont quand même un petit peu différents sur les temps scolaires et périscolaires, des taux d'encadrement qui ne sont pas complètement les mêmes. Donc là, on a aussi un travail conjoint et une forme de cohérence à trouver sur les usages sur les différents temps. On se pose la question ponctuellement de remettre de la ganivelle le temps que, enfin, d'entourer complètement finalement ces espaces de ganivelle, au moins le temps que la nature puisse suffisamment prendre ses droits. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui un petit peu encore en observation. Le deuxième sujet, c'est celui des modalités d'entretien. Alors à la fois sur comment finalement pour nos collègues des services environnement, on entretient des espaces qui sont davantage végétalisés, comment on entretient ces fameuses cabanes en osier qui en fait nécessitent quand même un peu de surveillance et de raccrochage de quelques liens de temps en temps, voilà. Et puis comment finalement on gère les copeaux, le sable qui en fait se répartissent sur les espaces alentours. Donc là, c'est un sujet sur lequel on a cheminé un petit peu avec les équipes. On avait vu l'expérience de Paris, des cours Oasis, qui avait finalement le stock de balais, de brouettes, et puis qui confiait tout ça aux enfants pendant les cours de récréation. On sentait nous, une certaine frilosité dans nos équipes de pouvoir finalement déployer ce type d'équipement. Et puis ça y est, là, ils sont en train d'y venir d'eux-mêmes, ça chemine. Donc là, la commande de petits balais et de petits équipements est en cours avec l'idée de pouvoir aussi associer les enfants, alors de manière très ludique, parce que je pense que ça reste aussi un jeu pour eux, mais sur notamment le fait de remettre sable et coco un petit peu régulièrement dans leur espace. Voilà. Au-delà des retours d'expérience, peut-être juste un mot sur la suite. Donc ça, c'était notre première expérience effectivement de cours, mais de réaménagement global de cours. Parallèlement en fait à ce projet-là, nous, ça a vraiment été l'occasion d'une sensibilisation et de la création d'une culture commune en interne. On a été quand même de nombreux élus et nombreux techniciens mobilisés sur le projet. Je pense qu'il y a quasiment 4 élus qui ont suivi le projet de très très près et 4 techniciens également, 2 au niveau des services techniques et 2 au niveau de la direction enfance-jeunesse. Ce qui a vraiment, ça a permis de créer un peu cette première expérience et de la vivre collectivement pour être en capacité de reporter en fait nous-mêmes un certain nombre de démarches. Alors peut-être pas les étapes de conception, mais en tout cas toutes les phases de diagnostic et concertation. En parallèle, en fait, on a déjà fait des interventions ponctuelles sur d'autres cours parce qu'il y a des choses qui nous ont un petit peu sauté aux yeux parfois en matière de minéralisation, de nécessité de désimperméabiliser, de créer un petit peu d'ombrage, d'apporter un petit peu de fraîcheur. Donc, on a fait déjà des petites retouches sur certaines écoles. Et là, en 2023, on entame en fait une démarche de même ampleur sur notre accueil de loisirs maternel qui est attenant à une structure petite enfance. Voilà, donc là, on travaille sur accueil de loisirs et structure petite enfance sur 2023 avec une réalisation des travaux en 2024.